Mon nom est Marie-Ève Tuot. Je vais vous parler de mon roman, La trajectoire des confettis. L'élément déclencheur de l'écriture, c'est une idée que j'ai eue une journée en 2016. L'idée, elle est apparue un peu comme ça, un peu, on pourrait dire, sortie de nulle part. Et c'était de commencer un récit par une ligne de dialogue où un personnage dirait à un autre personnage: je prendrais 3 cerveaux. C'est quelque chose qui est resté, c'est la phrase qui ouvre le livre. Et donc, l'idée, c'était de jouer sur l'ambiguïté du mot cerveau pour créer un effet de surprise au début d'un texte. J'avais pas l'intention à ce moment-là de ma vie d'écrire un nouveau roman, mais l'idée m'a trotté dans la tête toute la journée. Et le soir, j'ai décidé de la prendre en note. Je la voyais plus comme un début de nouvelle, peut-être aussi de scénario. Et je l'avais un peu développée dans ma tête durant la journée et je voulais surtout la noter pour ne pas l'oublier. Je me disais que c'était un dialogue qui ferait une dizaine de lignes et donc je me suis mise à l'écrire et la dizaine de lignes s'est transformée en une vingtaine de pages. Le lendemain, j'ai repris le texte, j'ai poursuivi l'écriture, le surlendemain aussi. Et après 3-4 jours, j'ai réalisé que j'étais en train de commencer un nouveau roman. Donc la petite phrase de 4 mots a fini par se transformer en un roman de 600 pages. J'ai travaillé de façon très intensive pendant 4 mois avant de l'envoyer à des éditeurs. Et ensuite, ça s'est fait très vite. J'ai trouvé un éditeur en 3 semaines. Et puis, par la suite, mes éditeurs et moi, on a révisé le manuscrit pendant presque 2 ans. Tous les personnages ou les histoires étaient déjà en place. On a surtout fait un travail sur l'écriture pour peaufiner le style et puis la fluidité. Pour la question sur l'emploi, non, j'ai pas d'emploi en ce moment. Je travaille sur un projet de roman et en parallèle, j'écris aussi une thèse de doctorat en littérature comparée. Mon sujet de recherche, ça concerne le champ d'étude des imaginaires sur la fin du monde. Moi, je m'intéresse plus particulièrement à l'analyse de romans et de films qui racontent un anéantissement de l'espèce humaine. Journée typique d'écriture. J'ai pas vraiment de routine d'écriture. Je préfère écrire chez moi dans la tranquillité et la solitude. Quand j'écris, j'ai l'habitude de faire des longues journées. J'ai un côté un peu monomaniaque et quand je suis plongée dans un projet, ça prend à peu près toute la place dans ma vie. Si je dois me limiter à nommer un seul auteur qui m'a influencée, je dirais Milan Kundera. C'est un auteur que j'ai découvert assez jeune, à 18 ans. J'avais un professeur de cégep qui avait mis l'art du roman au programme. Et j'ai beaucoup aimé la façon dont Kundera concevait l'évolution du roman. Ça m'a aussi donné envie de lire des classiques de la littérature mondiale. Et ensuite, j'ai découvert dans la bibliothèque de ma mère 2 romans de Kundera qui étaient L'insoutenable légèreté de l'être et puis L'immortalité. Et donc, je les ai lus parce que c'est un auteur qui avait piqué ma curiosité. Et dans ces romans, j'ai été très impressionnée par l'éclatement de la structure. Et c'est ça, dans les années qui ont suivi, j'ai lu tous ces romans, tous ces essais. Plus tard, j'ai tout relu et je crois que c'est donc un auteur qui a forcément eu une influence sur ma façon de concevoir le roman. Dans ses livres, Kundera, il y avait 2 choses qui me fascinaient, qui me fascinent toujours. D'un côté, dans ses essais, c'est les rapprochements que Kundera fait entre la littérature et la musique. En fait, avant de faire un doctorat en littérature, j'ai étudié la musique pendant plusieurs années. J'ai un bac et une maîtrise en musique. J'ai étudié surtout la composition et la musicologie. Et donc, les passages où Kundera fait des liens entre ces 2 formes d'art, ça me parlait beaucoup. Et pour ce qui est de ses romans, ce que j'apprécie particulièrement, c'est, comme j'ai dit, l'éclatement de la structure. Kundera, il y a une façon
assez particulière de mêler différents éléments. Il va juxtaposer des passages de fiction, des histoires, des récits, avec d'autres passages qui relèvent plus de l'essai. On va retrouver dans ces textes des réflexions politiques, sociologiques, historiques, aussi des réflexions littéraires, musicologiques, des réflexions sur l'art. Et il va aussi se mettre en scène dans certains de ses romans. Parfois, il va carrément être un personnage de l'histoire. Et d'autres fois, il va intervenir sur un mode plus autobiographique. Et donc, tous ces différents niveaux de réalité s'imbriquent très bien. Et pour moi, ça donne des romans qui ont quelque chose de virtuose dans leur façon de combiner des éléments disparates, mais d'une façon qui est toujours très organique. Je lis toujours plusieurs livres en parallèle. C'est souvent un mélange de romans et d'essais. Ces jours-ci, je viens de terminer Le regard féminin, une révolution à l'écran. C'est un livre que j'ai vraiment adoré, qui s'intéresse au langage cinématographique, mais dans une perspective féministe. C'est vraiment, je crois, une lecture qui peut changer notre façon de regarder des films et des séries. Et je lis aussi Carou. Ça, c'est un roman dont le personnage principal est complètement disjoncté. C'est un livre très drôle, plein d'humour, d'ironie, qui a comme un regard très mordant sur le monde. C'est le genre de livre que j'aime particulièrement. Donc maintenant, je vais vous lire un extrait de mon roman. William acquit malgré lui un exemplaire des 1001 nuits alors qu'il venait de franchir le cap des 36 ans. Après avoir célébré la messe, il descendit l'allée centrale de la chapelle et remarqua un livre abandonné sur l'un des derniers bancs. Il le ramassa avec curiosité. Le titre ne lui disait rien. William, à part son instruction biblique, et encore, n'était pas très lettré. Arrivé au presbytère, il le déposa sur sa commode et l'oublia. Un soir, il se rappela sa trouvaille. Aucun paroissien ne l'avait réclamé. Il l'ouvrit au hasard et lut un passage où il était question d'un homme châtré par une amante jalouse. Plus exactement, la victime subissait une émasculation complète, soit à la fois une orchidectomie, ablation des testicules, et une pénectomie, ablation du pénis. Mais ça, ni William, ni les 1001 nuits n'avaient des termes aussi précis pour le dire. Le comte privilégiait plutôt les allusions, telles la tournure. Il était privé de ses attributs virils et réduit à la condition de femme, sans toutefois s'abstenir de descriptions occasionnelles plus crues, comme « elle me trancha le sexe ». William interromput sa lecture, dégoûté. Nonobstant cette aversion, le lendemain soir, l'appel du recueil de contes millénaires fut trop fort. William l'ouvrit cette fois à la première page et apprit avec malaise l'histoire de deux rois, frères de sang, trompés par leur épouse. Les deux surprenaient leur femme au lit avec un esclave. Dans le cas de l'aîné, sa femme et l'esclave étaient de surcroît entourés de 9 autres couples forniquants. William ne connaissait pas le mot orgie. La scène le laissa perplexe. Des sensations qui l'évitaient autant que possible fourmillèrent entre ses jambes. Les deux femmes du comte avaient choisi pour amant un homme à la peau noire. Le prêtre repensa à ses propres parents, son père mulâtre et sa mère blanche, qui lui avaient légué une identité problématique au sud des États-Unis, où il était né et avait grandi, jusqu'à ce que... William ferma le volume brusquement. À quoi bon ressasser son passé? Maintenant, il vivait au Vermont. Un mois après avoir trouvé l'exemplaire des 1001 nuits, William fut réveillé vers minuit par le cahotement d'une calèche. Sa chapelle et son presbytère étaient situés sur une colline en retrait du village. Personne n'y venait autrement que pour les offices ou pour requérir ses conseils. William se leva et sortit. Un homme d'une 50aine d'années, qu'il eut le vague souvenir d'avoir déjà vu, se tenait sur le porche.